il y avait également à Lyon un autre événement important, la venue de la figure de proue de la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis, le pasteur Martin Luther King. La destruction à l'explosif d'une barre d'immeubles dans le quartier de la Buchère à Lyon. Le 30 mars 1957, les funérailles nationales d'Édouard Herriot sont retransmises par la télévision depuis Lyon, en présence du président de la République René Coty et du président du Conseil Guy Mollet. Les Lyonnais enterrent celui qui engagea la ville dans sa toute première phase de modernisation. Privilégiant la prospérité, il avait fait adapter le réseau pavé des rues à l'automobile naissante. Et de manière audacieuse, il confia la construction des nouveaux abattoirs de la Mouche et de la grande halle du marché aux bestiaux à l'architecte et urbaniste Tony Garnier, ainsi que de l'hôpital moderne de Grange-Blanche. C'est la fin d'une carrière politique locale et nationale, longue d'un demi-siècle, d'un homme dont le développement de Lyon constitue le fil rouge. Et Herriot s'essouffla avec la 4e République. De Gaulle est le premier président élu sous la 5e, et Louis Pradel entame son premier mandat, avec l'idée de combler certains retards en équipement. Curieusement, c'est l'opposition entre la mobilité et la sédentarisation qui va déclencher les premiers grands projets du nouveau maire de Lyon. Il est certain que s'il y a le métro, ça empêchera beaucoup d'automobilistes de descendre souvent en voiture et ça libérera davantage le centre et on aura beaucoup plus de facilité lorsqu'on sera vraiment obligé de descendre en voiture. Ah ben je suis pour. Pourquoi ? Pour aller plus vite, pour aller prendre son travail et pour rentrer, par exemple, pour ceux qui prennent le report chez eux, de manière qu'ils soient arrivés plus vite fait, quoi. C'est bien ça. Si l'automobile est un rêve populaire de liberté, bien qu'issu de la société de consommation, c'est concrètement la crise du logement qui se généralise. À l'époque, il fallait en effet remédier aux conséquences de la guerre où 500 000 logements avaient été détruits. Pour répondre à l'ampleur des besoins générés aussi par l'exode rural, le baby-boom et le relogement de 900 000 personnes arrivées de l'étranger dans le sillage de la décolonisation, la construction et l'urbanisation des zones périphériques de l'agglomération est apparue comme une nécessité. Des zones à urbaniser en priorité sont alors créées en France dès 1959. Après les 5500 logements de la Duchère, c'est sur le plateau des Minguettes que 9200 logements sont construits dans le cadre d'une nouvelle ZUP. Les HLM forment 60% de l'ensemble et les 40% restants sont constitués de petits pavillons, d'appartements en accession à la propriété et de logements sociaux. Ces créations ex nihilo de quartiers nouveaux, avec leurs logements, mais également leurs commerces et leurs équipements, contribueront significativement à l'accès au confort moderne de nombreuses personnes. Dans le souci de toujours répondre à l'ampleur des besoins en matière d'équipements collectifs modernes, la municipalité lyonnaise décide de faire aussi des efforts en faveur de la jeunesse et des sports. Un programme important d'équipements est élaboré, tenant compte aussi bien des besoins de masse que de ceux des élites. Alors, estimant posséder les équipements adéquats, la ville de Lyon décide de poser sa candidature pour les 19e Jeux Olympiques d'été, dans le seul but d'accueillir à la faveur de cet événement les sportifs du monde entier. Entre deux visites de chantier, le maire de Lyon se rend à Baden-Baden, où il apprend que c'est Mexico qui organisera ces Jeux en 1968. J'ai perdu un match, j'ai été battu, mais ce qui ne m'empêchera pas lundi matin, en rentrant à Lyon, de reprendre le travail comme si nous avions gagné pour équiper notre ville comme nous l'avions promis aux sportifs de Lyon. Nous construirons même le village olympique et au lieu d'y mettre les 20 000 athlètes qui seraient venus, j'aurai le plaisir de les offrir à 2300 familles lyonnaises qui cherchent un toit. Alors rien n'est perdu pour les Lyonnais, leur ville sera équipée comme s'ils avaient eu les Jeux Olympiques. La raffinerie de Feyzin est en 1966 située dans l'Isère et les sphères sont à moins de 30 mètres de l'autoroute A7. La boule de feu culmine à 400 mètres de hauteur. Le bilan humain est lourd. Le souffle de l'explosion est perçu jusqu'à Vienne, à 16 km au sud, et de nombreuses habitations sont détruites. Le capitaine des sapeurs-pompiers de Vienne ne savait plus qui était en droit de commander lorsque le colonel des pompiers de Lyon est arrivé. Cet accident entraîne une réforme profonde de la réglementation technique des installations, mais aussi il participera à l'idée qu'une communauté de moyens est indispensable. 31 décembre 1966, une loi crée les communautés urbaines pour une meilleure gestion des équipements, une plus grande solidarité entre les communes et une rationalisation des moyens. Et toujours l'automobile.
Pour l'axe autoroutier nord-sud reliant Paris à Marseille, voté par l'État dès les années 50, Lyon avait le choix d'un contournement par l'est ou la traversée de la ville. Le maire, plaçant Lyon derrière Los Angeles parmi les villes traversées sans feu rouge, choisit aussi avec la seconde solution un moyen de relier l'est et l'ouest de l'agglomération. Il lança le chantier du tunnel de Fourvière en cette fin de décennie. Le ministère de la Reconstruction charge Charles Delfante, directeur aussi de l'atelier municipal d'urbanisme de la ville de Lyon, de mettre en place un groupe d'études pour la restructuration du centre de Lyon qui va aboutir d'ici quelques années au nouveau quartier de la Part-Dieu. Dans son nouveau projet de centre directionnel régional, le maire y intègre même un instant un projet de maison de la culture initié par Roger Planchon. Mais assez vite, il va changer la nature de ce projet, en construisant un théâtre dans le 8e arrondissement, dont la date d'inauguration est fixée le 14 mai 1968. Mais c'est sans savoir que l'atmosphère électrique de ce printemps de revendications estudiantines allait rendre la cérémonie d'inauguration ubuesque. Le parterre, clairsemé de képis, de casquettes et de notables, préoccupés sans doute par la révolution de ce mois de mai, ne se doute sûrement pas de la très prochaine venue des Pink Floyd dans ce lieu. Le temps des révolutions est enclenché.